la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, parmi les États les plus stupides de la planète. Il y a, si un classement devait être opéré, devait être fait sur le critère de stupidité des États, tout le continent africain serait dans les premières positions. Si à l'intérieur du continent africain, parmi les plus stupides, c'est-à-dire dans le quintet de tête, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc s'y retrouveront. Et pourtant, il y a des assises, des bases communes, nobles pour ces trois pays. Mais malheureusement, le niveau d'incompétence, d'abord. Deuxième niveau, l'antipatriotisme qui caractérise les États, nous disons bien les États de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. L'éloignement des aspirations, des souhaits, des vœux des nations d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, de celles de leurs dirigeants. Donc, est-il facile de parler de cette stupidité? Est-il aisé de la démontrer? Nous verrons dans ce qui suit. En Algérie, il n'y a pas un jour qui passe sans son lot de bêtises, de conneries et d'âneries politiques, bien sûr. Pas un jour qui passe sans son lot de conneries, de bêtises et d'âneries politiques. Le drame, le niveau d'affaissement de l'État algérien est en aucun cas comparable aux différents affaissements qu'il a subis de par le passé. L'actuel affaissement de l'État algérien a quelque chose d'extraordinaire. Négativement parlant, bien sûr. Il est caractérisé par de l'antipatriotisme, ensuite par l'incompétence, 3, par la soumission de la conciergerie d'Emmanuel Macron en Algérie, qui est la présidence de la République, la soumission des soldats d'Emmanuel Macron en Algérie, qui constitue, comme par malheur, l'état-major de l'armée d'Algérie. Nous avons été très modérés dans nos mots que nous avons utilisés de par le passé sur le comportement de proxénète politique d'Emmanuel Macron en Algérie. Il a prostitué l'Algérie. Parlons bien, l'État algérien. Emmanuel Macron est le souteneur
de l'État algérien. Récemment, un sommet de l'OTAN s'est tenu en Lituanie. L'OTAN cherchant à s'élargir, inclut l'Algérie, puisque, d'après l'article 6 de l'OTAN, du traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord, l'Algérie appartient à l'État français. Incroyable. Parmi les États les plus silencieux, les plus faibles de l'OTAN, il y a la France. Faut-il le rappeler que la France n'a jamais été membre créatrice de l'Organisation des Nations Unies, que la France n'a jamais été parmi les pays fondateurs de l'OTAN. Jamais. Mais, comme par enchantement, comme par malédiction historique, l'Algérie, qui a fourni l'une des plus belles révolutions universelles, se retrouve la propriété de l'État français et maintenant traînée dans la boue, traînée dans la merde par Emmanuel Macron. Les objectifs du roi de France et de ses colonies africaines, le mégalomane président Emmanuel Macron, qui s'enfonce chaque jour dans des scandales d'État. Donc l'objectif d'Emmanuel Macron est de mettre à genoux l'Algérie, et il a réussi. Rien qu'en l'espace des mois, ce dernier mois, nous avons alloué une bonne partie de notre temps à réagir aux insultes, aux déclarations ignobles de certaines figures françaises. Oui, nous savons qu'en France, nous sommes sous blocus informationnel. Nous savons qu'en Algérie, nous sommes sous blocus informationnel. Oui, nous avons été de front contre certaines figures françaises, figures politiques françaises, bien sûr. Oui, nous avons été toujours de front contre les généraux actuels de l'armée algérienne, qui, sans avoir aucune honte, ont accepté de se faire tirer les oreilles, de se faire taper sur les doigts par Emmanuel Macron dans l'Élysée même, en rappelant que l'Élysée signifie enfer, en rappelant que la révolution algérienne, que la guerre de libération nationale ne peut plus être insultée comme elle a été insultée durant au moins les 10 célébrations du 5 juillet 1962. Donc, restons concentrés sur l'objectif de notre intervention. C'est pour dire que, le répéter encore, que les États, disons bien les États de Tunisie, d'Algérie et Maroc, ça sont parmi les plus stupides de la planète. C'est-à-dire, s'il devait y avoir un classement, il serait dans les 10 plus stupides États de la planète. Nous allons reprendre quelques détails. Nous sommes fatigués de gaspiller notre temps sur ce genre de sujet.
revenir sur certains aspects en rapide. En rapide. Maintenant, nous allons sur l'Algérie. L'Algérie devient ceux qui sont appelés décideurs algériens, c'est-à-dire les antipatriotes, incompétents, nuls et sans aucun sens de l'État, qui décident en Algérie. On fait de l'Algérie la risée de la planète. Oui, récemment, un précédent président de l'Assemblée générale de l'Union africaine a repris exactement les mots que nous lui avons écrits dans une lettre. Mais reprendre les mots sont les actes. C'est une animalerie. Récemment, un président d'un pays africain a déclaré ne pas se représenter pour un troisième mandat. Incroyable mais vrai, incroyable mais vrai, cela se passe en Afrique. Un pays aussi laminé que l'Algérie par Emmanuel Macron. Un pays, un État plutôt, un président qui a fait partie d'une délégation qui a été voir le président de la Fédération de Russie pour, soi-disant, une médiation africaine dans le conflit Fédération de Russie-Ukraine. Il a trop marché sur la tête, alors que l'Afrique est gangrénée par des conflits internes, pour certains, des conflits internes internationalisés pour d'autres. Une délégation de chefs d'État africains, de laquelle ont été exclus tous les chefs d'État de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Cette délégation a été à Moscou pour supplier le président de la Fédération de Russie d'être gentil avec des nations qui souffrent de famine, en leur accordant un peu de blé, un peu de charité, un peu de monnaie. Oui, un chef d'État a déclaré récemment à Emmanuel Macron, il a fait une déclaration vide. We aren't beggars. Nous ne sommes pas des mendiants. Vous êtes des mendiants. Les Africains sont des mendiants. Les chiffres sont là. Les Africains resteront des mendiants aussi longtemps qu'ils utiliseront le franc CFA. Les Africains resteront des pauvres, des mendiants aussi longtemps qu'ils se feront diriger par des organisations terroristes comme la CEDEAO, l'UMOA, qui continuent à se faire diriger par des organisations vides, qui est l'organisation de l'Union africaine, par une commission de l'Union africaine qui n'a d'existence que le nom. Tous ces sujets-là, nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pas hier, pas depuis hier, mais depuis une dizaine d'années. Donc, une autre fois, avant de revenir sur la stupidité de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, nous parlons des États. Bien sûr. Revenons sur ce qui s'est passé en Algérie. L'Algérie maintenant a appris à faire parler des fonctionnaires, au lieu de ministres, au lieu de prétendu président, l'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron en Algérie. Ça fait très mal de traiter la présidence de la République de notre pays de conciergerie de Macron. Oui, ça fait très mal.
de traiter l'état-major de l'armée algérienne de soldats au service de Macron, au pied de Macron. Ça fait très mal, mais c'est la vérité. Il faudra que les Algériens prennent conscience de ce fait. Ainsi, probablement, qu'ils bougeront avec intelligence et non pas avec idiotie. Les Algériens doivent éviter de prêter le flanc à des généraux qui ont privatisé la justice en Algérie. Les Algériens doivent agir avec intelligence, en évitant de se faire envoyer en prison par des généraux qui ont été en prison et qui ont été libérés de prison. Croyable me près. Un pays dans lequel des généraux ont été envoyés en prison se retrouve libéré pour occuper des postes de décision au niveau de l'état-major de l'armée algérienne, simplement dit, qui prennent de la décision pour l'Algérie. Bon, bref, passons. Donc l'Algérie maintenant fait parler des fonctionnaires. La dernière information concerne l'Algérie. Processus d'accélération de l'adhésion de l'Algérie à la ZLECA, à la zone de libre-échange continentale africaine. Free Trade Continental African Area. Nous vous le répétons, nous le répétons, qu'il s'agisse d'un point de vue économique, qu'il s'agisse d'un point de vue politique, qu'il s'agisse d'un point de vue équilibre international. La zone de libre-échange continentale africaine est une création des États-Unis d'Amérique à travers l'université de Denver et plus exactement dans l'économie, à travers l'école d'études pour le futur, d'école de prospective de l'université de Denver au Colorado. C'est là-bas qu'est née la ZLECA. D'accord? La ZLECA, pour ne pas aller par 36 chemins, c'est une merde. It's a shit. À laquelle l'Algérie veut adhérer et il sera de force. Parmi les éléments qui disent que l'Algérie ira dans cette zone de merde économique, la dévaluation du dinar et la nouvelle loi dite monétaire et bancaire. Alors que le plus incompétent, le plus antipatriote, le plus ignare des occupants d'El Mouradia parle de l'adhésion au groupe de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Pendant ce temps-là, il accepte que le dinar algérien se fasse laminer. Pendant ce temps-là, et c'est un élément de la stupidité des États, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc s'étripent de la connerie. Ça, c'est un élément, la ZLECA. L'Algérie. Deuxième élément, concerne les langues. Nous l'avons dit et nous le répétons que l'enseignement de Tamazight à l'école primaire est une gabegie économique, est une catastrophe sociale, est un véhicule du racisme. Soit. Ça c'est dit, nous le répétons. Nous l'avons répété à plusieurs reprises. Un autre élément que nous avons dit à propos des langues, que l'enseignement de l'anglais au primaire est une autre catastrophe. Apparemment, elle a été, cette catastrophe, probablement adoucie en l'aggravant encore. C'est l'impression, adoucissement d'une catastrophe pour qu'elle devienne encore plus grave. L'introduction de l'anglais
au niveau des cursus universitaires. Alors que l'allocation de toutes les ressources pédagogiques pédagogiques et scolaires vers l'université sur une dizaine d'années, sur une quinzaine d'années, ensuite faire du trickle down vers les lycées, les collèges et ensuite le primaire serait probablement plus sage. Il faudra recalculer. Ces calculs, nous les avons fait en 2014. Calcul, trickle down. Ça, c'est un côté culture, langue, etc. L'autre élément. La précédente présidence de la République, hein, depuis 2010 jusqu'au coup d'État de 2019, a été très réactive. Il y avait une forme d'intelligence d'abord, il y avait une forme d'intérêt national, il y avait une forme. C'est en 2014 que nous avons parlé de l'affaire de Teramine, à Ouadamezor. C'est en 2014 que nous avons parlé des gisements de Garadjabilat de l'extrême sud de l'Algérie. C'est en 2014. Nous avons parlé de ça. Donc maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons Teramine et Ouadamezor. Donc il faudra situer cette histoire de Teramine, Ouadamezor. Il a été très difficile pour nous de dégonfler temporairement et provisoirement le chaudron qui est Tizi Ouzou, qui a commencé par les Nièmes, ensuite il s'est déplacé vers la JSK, ensuite il s'est déplacé vers les gangs, ces gangs de drogue, trafic, vol, agression, etc. Élément d'une guerre hybride, hein. C'est un élément de la guerre hybride, c'est-à-dire l'élément mafieux. L'élément mafieux. Alors il s'est déplacé encore, en restant toujours dans le domaine, dans la sphère sportive. Toutes les manipulations ont été faites pour que la JSK évite la relégation. Ça, c'est un truc. Et toutes les manipulations ont été faites autour de l'appellation du stade de Tizi Ouzou par Hussein Ahmed. Pour nous, nous disons à Hussein là où il est. Hussein, nous refusons de nous associer à cette insulte dont tu es victime. Nous refusons. Nous aurions accepté si un débat populaire a été organisé sur le choix du nom que porterait ce stade. Ça, c'est la première. Un débat populaire. Ça, c'est la première. Faire une différence entre Hussein Ahmed, Abad Ramadan, Lounas Matoub ou Didouch Mourad, ou l'Albi Ben Mehdi, est une objection que nous nous interdisons de commettre. Ça, c'est l'autre objection que nous interdisons de commettre. C'est de rabaisser Hussein Ahmed, Lounas Matoub, l'Albi Ben Mehdi, Didouch Mourad et d'autres patriotes algériens à la domination d'un stade. Un stade dans lequel se déroulent toutes les magouilles actuellement. Le niveau de pourriture du sport en Algérie est indescriptible. Ça, c'est là. Donc, en Algérie, et probablement, c'est l'un des clivages que nous avons vécu avec Hassan Al-Khadri. Hassan, là où tu es, nous savons que c'est la galère, que c'est la misère. Nous savons que ta famille, que tes enfants souffrent. Nous le savons.
Nous, là où nous sommes maintenant, nous faisons tout pour dire à la communauté internationale qu'en Algérie, il y a d'autres Algériens qui réfléchissent, qui pensent différemment. Probablement que l'une des divergences avec toi, Ersan, là maintenant, nous parlons à notre frère Ersan. C'est justement l'affaire Teramine. Entre autres, l'affaire aussi Bimpelcom, l'affaire Jay-Z. Nous allons plier l'affaire Bimpelcom avant de l'oublier. L'argent mafieux russe à travers les oligarques est présent en Algérie. C'est l'argent mafieux, c'est-à-dire c'est l'argent des fonds spéculatifs. Est présent en Algérie à travers la société Wimpelcom qui appartient à Michael Friedman, un oligarque, qui a investi dans le pétrole de Hassan Mali. D'accord? Ça, c'est pour les éléments les plus apparents. D'accord? Récemment, bien sûr. Dans le désastre de la politique d'acquisition d'avions, Boeing et Airbus, une ligne est ouverte à Alger-Saint-Pétersbourg. Il vaut mieux préparer des billets à tarif réduit pour les moutons, s'il en reste, s'il y a des moutons algériens qui veulent aller brouter en URSS, dans l'ex-URSS. Comme ça, ils donneront un taux de remplissage de cet avion plus ou moins intéressant. OK? Pour pratiquer des tarifs réduits, autoriser les moutons à voyager, probablement que le taux de remplissage de l'avion Alger-Saint-Pétersbourg aller-retour sera plus intéressant. Peut-être. Ça, c'est pour l'affaire Teramine maintenant. La dernière trouvaille de l'incompétence, ça c'est l'incompétence qui fait parler. Hein? C'est l'incompétence, c'est l'antipatriotisme. Et quand vous donnez, quand des nullards s'octroient un pouvoir de décision, quand des nullards prennent des décisions en l'espace de 15 minutes. Il écoute pendant 5 minutes, il défléchit, au lieu de réfléchir, il défléchit pendant 5 minutes, et pendant le troisième 5 minutes, il pensera quelles sont les personnes, aux personnes à qui il voudra faire du mal. Il pensera aux personnes à qui il fera du mal et qu'il doit éviter de leur faire du mal. Ainsi, on sortira sain et sauf de la décision qu'il prise. La décision qu'ils prennent, c'est l'interdiction de sortie du territoire national. Non, c'est n'importe quel crétin, n'importe quel imbécile peut ordonner à la police de l'air et des frontières d'interdire la sortie du territoire à un Algérien. Pire encore, tout Algérien qui rentrera de l'étranger en Algérie pour des vacances, pour voir ce qu'il aime, risque d'être envoyé en prison s'il est chanceux. S'il manque de chance, il risque d'être abattu. Voilà. Donc l'affaire de Teramine, maintenant, en bref. Hein. Donc ça, c'est en 2013-2014 que nous avons parlé de Teramine à Ouad Maison. Un mot sur Teramine. Teramine est une société qui a été créée ex nihilo, qui a été créée from scratch, spécialement pour l'Algérie. Ça, c'est la première. Teramine. Elle a été créée pour pomper l'Algérie, comme toutes les sociétés qui ont pompé l'Algérie, comme celles qui sont en train de les pomper, exemple Total, comme l'a fait ArcelorMittal avant, comme l'a fait Jay-Z, entre autres. Toutes ces affaires
liées au pétrole d'Anadarko Co. Okay. Donc, Teramine a été créé spécialement pour l'Algérie. Voilà. Le premier marché qu'elle a eu a été le marché algérien. Ça, c'est la première. Deux, il suffit de voir nos différentes interventions depuis 2013-2014. Hein. Vous allez voir comment a évolué Teramine sur les marchés financiers internationaux. Le marché de Melbourne et le marché de Singapour. C'est là. Marché financier, c'est-à-dire le cours de l'action. Ils peuvent vous raconter toutes les salades qu'ils veulent, mais le cours de l'action parle mieux. Ça, c'est le deuxième. Troisième élément. On appelle ça le partenariat public-privé, je ne sais pas quoi, là, etc., dont on en parle, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, là. Hein. L'Algérie qui se fait imposer des lois par le FMI et la Banque mondiale, des lois pour gamins, pour brader, pour détruire sa nature, qui veut négocier avec l'apparent, uniquement l'apparent. Teramine est la figure légale de négociation. Mais derrière Teramine, il y a des fonds spéculatifs. Maintenant, on vous parle du capital, de la société mixte algéro-australienne. Il n'y a pas une société mixte algéro-australienne. Il y a une société mixte entre Teramine et la connerie algérienne. D'accord? Elle passe de 51 à 49, ensuite de 60 à 40, ensuite il y a eu des ventes et des rachats d'actions sur le marché hyper spéculatif. Dans tout ça, l'État algérien ne comprend absolument rien. L'État algérien ne peut absolument rien faire. L'État algérien est incapable de faire quoi que ce soit, même s'il est dans son droit. Pourquoi? Parce que le droit international des affaires, etc., est très complexe pour qu'il soit maîtrisé par un pays sous-développé comme le nôtre. Voilà. Maintenant, à chaque fois qu'un universitaire, à chaque fois qu'un Algérien qui veut sauver sa dignité d'Algérien parle de Teramine ou d'une autre société, il est menacé. Maintenant, il y a plus de 4 ans depuis que nous avons suggéré à la population de Ouadamezor, de Béjaïa, de se constituer en groupe qui présentera des rapports défendables au niveau international. Dans le cadre des changements climatiques, dans le cadre du patriotisme. Oui, nous avons proposé des thermomètres à travers toute la région de Ouadamezor. Nous avons proposé le recensement des malades. Nous avons suggéré la surveillance primordiale des femmes enceintes. Voir comment évoluera leur grossesse, leur bébé, les fœtus, ensuite quand ils naîtront, etc. Ça va proposer tout ça. Bon, il suffit de rejeter un coup d'œil. Il nous a rejeté un coup d'œil sur, du moins, reparcourir dans le détail, hein, il y a des détails, etc. Nous avons parlé des principes de l'équateur à appliquer. Nous avons parlé du protocole de Kimberley. Nous avons suggéré à la population de Ouadamezor de nous présenter des rapports que nous allons présenter devant la Banque mondiale et le FMI et que nous allons envoyer à des organisations internationales et pouvoir participer à les défendre en anglais. Nous avons fait tout ça. L'un des éléments les plus simples que nous avons proposé,
c'est que Teramine et la société mixte, c'est le partenaire, le crétin, le partenaire algérien, le crétin qui s'est associé, à qui il a été imposé de s'associer avec Teramine. C'est de présenter la responsabilité des entreprises, leur charte de responsabilité des entreprises, the Business Social Responsibility of Teramine, qui sera débattue dans les espaces, qui sera débattue dans la rue, dans les cafés, dans les marchés, dans les universités, dans les hôpitaux, etc. Non, nous, compatriotes algériens, tellement opprimés, tellement offusqués, qu'ils attendent jusqu'au dernier moment pour que tout leur tombe sur la tête. Des menaces de prison, des interdictions de sortie de territoire, interdiction de sortie de territoire, etc. C'est ça. Ça, c'est un élément constitutif qui est valable pour le Maroc, qui est valable pour la Tunisie, pour le Maroc. Nous éviterons, c'est pas le moment d'aller dans tous les détails. Le Maroc, c'est au début des années 2010 qu'il a acquis le Plan Verde de Mexico pour l'appliquer à la ville de Tanger ou Casablanca. Pour combien de millions de dollars a-t-il acquis le Plan Verde de Mexico? Nous ignorons. Maintenant, bien sûr, il faudra associer toutes les la Convention sur la diversité biologique, sur la déclaration de Rio de 1992, tous ces éléments-là, il faudra les synthétiser. Ça, c'est le côté environnement au Maroc qui se fait massacrer là. Hein? Même si donne l'apparence d'être un peu plus soucieux, d'être un peu moins imbécile que l'État algérien. L'État marocain se montre un peu moins imbécile que l'État algérien. L'État marocain se montre un peu moins imbécile que l'État tunisien. Mais l'État le plus imbécile des trois imbéciles est l'État algérien. Parmi les manipulations qui caractérisent la stupidité des États de Tunisie, d'Algérie et de Maroc, il y a la manipulation des régions. Actuellement en Algérie, comme nous l'avions prédit, après Tizi Ouzou, ce sera Béjaïa, c'est-à-dire après la manipulation à fond et l'intoxication de la région de Tizi Ouzou, ce sera le tour de la région de Béjaïa. La région de Béjaïa, la vallée de la Soumane, qui est réputée beaucoup plus facile à inflammer. Hein? À enflammer. La vallée de la Soumane est réputée pour sa rapide inflammabilité. Ces comportements sont visibles, même si nous portons qu'un regard très superficiel sur la Tunisie et le Maroc. La Tunisie, entre le nord et le sud de la Tunisie, il y a deux mondes là. Hein? Au Maroc, entre les villes les plus importantes du Maroc et la campagne marocaine, la manipulation est plus que flagrante. Maintenant, nous venons-en à la stupidité et l'imbécilité des États de Tunisie et d'Algérie et du Maroc. Première imbécilité, c'est que si la Tunisie a bénéficié d'une élection démocratique de premier niveau, elle se retrouve impuissante à gérer le capharnaüm généré par cette révolution du sourire, la révolution du désespoir en Tunisie, lequel révolution, en fait réellement c'est une déstabilisation,
Il faudra se rappeler les déclarations des politiques français concernant le mouvement qui s'est produit en Tunisie, et les mensonges qui l'ont caractérisé, et la manipulation et la déstabilisation de la Tunisie qui a été couronnée par l'octroi d'un prix Nobel de la paix à des Tunisiens. Ensuite, le Maroc, la même chose. Il a subi un mouvement de déstabilisation des plus terrifiants, dans lequel ont embarqué des naïfs en politique, mais aussi dans lequel ont embarqué des proches du roi, mais qui sont contre la politique du roi, de Mohamed VI. Voilà. Ça, c'est un premier. Donc, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc ont cette caractéristique d'imbécile dans la gestion des mouvements de déstabilisation. Ça, c'est la première. Si l'élection du président de la Tunisie est une prouesse en Afrique, les élections en Algérie sont un cauchemar. Le royaume du Maroc est dispensé d'élections dans la mesure où le pouvoir est incarné par une seule personne, c'est le roi. Il y a des formes d'élections législatives qui donnent une certaine diversité au pouvoir législatif marocain, lequel, autant que l'Algérien et le Tunisien, est impuissant, hein, incapable. Ça, c'est la première. Le deuxième élément de l'imbécilisme des trois États, Algérie, Tunisie et Maroc, le refus de partager un terroir, une histoire anthropologique commune. En termes d'amazérité, le Maroc a connu un grand recul. D'ailleurs, qu'est-ce qui empêche les Marocains de parler de la dotation du royaume marocain de l'hymne national bilingue, en tamazight et en arabe? En Algérie, la majorité de l'Algérie est devenue un souk, un marché de la honte. En Tunisie, le mouvement vient de commencer. Mais l'État tunisien, dans son imbécilisme qui le caractérise, est incapable d'accompagner ce mouvement pour éviter à la Tunisie de subir ce que subissent les Amazirs d'Algérie et du Maroc, et surtout pour être un exemple dans l'accompagnement des mouvements identitaires, des mouvements anthropologiques, des mouvements rassembleurs, des mouvements réconciliateurs. Ça, c'est le premier imbécilisme. Le deuxième imbécilisme de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, c'est de considérer les droits de l'homme et de la nature, nous disons bien les droits de l'homme et de la nature, comme un attribut fondamental de la dignité humaine. Pour cela, ils font de leur police et gendarmerie, services secrets, des instruments de répression, des instruments d'oppression, de toute expression d'une volonté d'affranchissement, de l'état de servitude, de l'état de précarité dans lequel se retrouvent la nation tunisienne, la nation algérienne et la nation marocaine. Ça, c'est un deuxième élément de l'imbécilisme des États. Le troisième imbécilisme des trois États, Tunisie, Algérie et Maroc. Le refus de toute coopération dans les domaines agricoles,
hydraulique et industrielle. Nous éviterons d'aller dans le détail des économies de Tunisie et du Maroc. Dans le détail. Nous en avons une très très bonne idée sur l'économie du Maroc et de la Tunisie. Nous en avons travaillé sur vos chiffres incroyablement débiles. Mais nous préférons plutôt parler de l'Algérie. Notre pays est incapable de fabriquer un stylo. Notre pays est incapable de fabriquer une brouette. Notre pays est incapable de fabriquer une bicyclette. C'est la première. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie, dans la déplétion, dans la raréfaction des ressources naturelles, sont incapables de définir collectivement une stratégie d'ensemble, surtout dans l'eau. Cet ensemble doit amener une mise à niveau, ce qui est appelé une dérégulation, une régulation, une déréglementation. Ça, ce sont des termes du FMI et de la Banque mondiale. Dans les échanges économiques. Avec, bien sûr, un arrasement de taux de change. Impossible. Ça, l'État tunisien est stupide, peut-être moins stupide que l'État algérien, moins stupide que l'État marocain. Et l'exemple type est un très 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 bon exemple. Après l'élection de l'actuel président, magistralement élu, merveilleusement élu, il se retrouve bloqué. Face à quoi? Face à la Banque centrale de Tunisie. Il est incapable de toucher aux cheveux d'une secrétaire de la Banque centrale de Tunisie dans la mesure où elle est contrôlée intégralement par le FMI et la Banque mondiale. Le président de la Tunisie, qui a à un certain moment pour nous était un porteur d'espoir pour toute l'Afrique du Nord et toute l'Afrique par voie de conséquence, par effet d'entraînement, a offert la Tunisie main et poings liés aux États-Unis d'Amérique quand il s'est fait accorder un prêt fédéral pour l'acquisition de l'armement. Ouais, c'est le précédent président des États-Unis d'Amérique qui avait ordonné l'octroi d'un prêt fédéral américain pour la Tunisie pour qu'elle s'approvisionne en armement. Un autre élément, parce que qui a impacté, qui n'a pas impacté, qui ressemble à ce qui se passe en Algérie et en Maroc. Le limogeage du ministre de la Santé sous le lobbying de certains syndicalistes tunisiens. Le ministre de la Santé, nous avons parlé dans le détail pour l'histoire de lutte contre l'excès de demande. Un ministre tunisien, un technocrate de première, qui a réussi dans le domaine économique en créant une entreprise qu'il a revendue à Microsoft. C'est un Tunisien qui a créé une société qu'il a revendue à Microsoft, qui se retrouve 2 fois ministre en Tunisie. Il a été abattu par des syndicalistes tunisiens parce qu'il s'est attaqué à un morceau qui lui échappait. L'excès de demande dans le domaine de la santé. Dans quel état se retrouve maintenant le système de santé tunisien? Dans l'état dans lequel les Tunisiens ne peuvent plus se soigner. En Algérie, nous avons une bataille dure. C'est pour cette raison que nous disons que
l'ancienne présidence de la République était plus réactive. Il y avait un sens de l'intelligence à nos interventions. En pire, un ministre de la Santé en Algérie se retrouve en prison. En plus des généraux qu'il a accompagnés et qui vont l'accompagner, bien sûr. Ils ont freiné. Ils ont freiné sur la réforme du système de la santé en Algérie. C'est-à-dire la privatisation du système public du système de santé publique en Algérie. Ils ont freiné actuellement. Mais ça va venir. Actuellement, le niveau dramatique dans lequel se retrouve la santé en Algérie est visible dans la population. Des appels au secours sur le web. Des appels au secours de personnes qui souffrent sur le web. La pénurie chronique des minimums d'équipements et de produits nécessaires pour des soins de base en Algérie. Pénurie. Pourquoi? Parce que la santé et l'éducation, ce sont les secteurs les plus vulnérables dans lesquels il est facile d'appliquer l'austérité. Il est très facile d'appliquer l'austérité dans l'éducation, dans la santé et dans les transports. L'austérité est facile à appliquer dans ces trois secteurs. Parce que il faut les donner au privé. Voilà. Bon, c'est le lit de la privatisation qui se fait ainsi. Au Maroc, quel est le niveau d'accès aux soins gratuits, bien sûr, dans le système de santé publique marocain? Mesuré. Comment on se mesure ça? Par le nombre de médecins par habitant, par les structures de santé de première ligne, par l'organisation des secours, par la prévention. Actuellement, combien de malades chroniques peuvent être sauvés en Tunisie, Algérie et Maroc rien que par la prévention? Il faudra avoir accès à des données très pointues. Oui, nous avons eu accès à des données très très pointues, basées aux États-Unis d'Amérique et en Angleterre. Mais c'est des données qui remontent à 2013-2014. Ça, c'est une autre preuve de l'imbécilisme des trois États que sont la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Tenons au niveau international. Du moins, au niveau global, global, c'est-à-dire au niveau africain. Combien de réunions ont eu lieu entre les trois chefs d'État, entre les trois dirigeants d'État? Chefs d'État, c'est très loin, Ils sont très loin. Le président de la Tunisie, celui qui occupe la conciergerie d'Al Mouradia en Algérie, et Mohamed VI au Maroc, sont loin, très loin des exigences de chef d'État, des attributs de chef d'État souverain. Ils sont très loin, là. Combien de réunions entre ces trois États ont lieu? Un zéro pointé. Alors que la fédération de Russie, qui est en conflit ouvert avec tous les pays de l'OTAN, se réunissent secrètement. Alors que l'État russe et l'État ukrainien négocient secrètement. Actuellement, combien de réunions ont eu lieu entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, alors que un conflit des plus inhumains
se produit à 2 kilomètres de leurs frontières. La Libye, qui est en partition, qui est en cours de partition. Hein. La partition de la Libye est actée. Hein. Un conflit entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Voilà. Un problème quasi insoluble entre l'Algérie, le Maroc et le Sahara occidental avec la médiation de la Tunisie. Ça, c'est au niveau uniquement nord-africain. Hein. Maintenant, pour analyser les répercussions de ce qui se passe au Soudan, au Sud-Soudan et au Darfour, et ses impacts sur le Tchad et sur toute la sécurité au niveau nord-africain, il faudra mettre tous les éléments sur la table. Parmi les éléments, la légitimité politique, la légitimité internationale qui a la légitimité de régler les problèmes au niveau de l'Afrique du Nord à travers les instances internationales. L'ONU, elle est en train de subir le sort de la SDN, de la Société des Nations. À travers l'Union africaine, plus fantoche, plus vide que l'Union africaine, point d'organisation internationale. De la Ligue arabe? Non. De l'Union du Maghreb arabe? Il faut être vraiment imbécile, comme le sont la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, pour rendre inopérationnelle l'Union du Maghreb arabe. D'abord, il faudra lui changer de nom. Arabe, qu'est-ce qu'il y a d'arabe au niveau de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie? Il faudra le calculer, là. Hein? Ça. Au niveau international. Au niveau international, quel est le niveau de coordination entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc auprès du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, de la Chatham House, auprès des États-Unis d'Amérique? Chacun agit selon ses peurs. Il n'y a aucun souci patriotique chez les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de le Maroc. Il y a juste un sentiment il y a une vérité, la peur. La plus grande peur qu'ils ont peur des États-Unis d'Amérique. Et ils ont peur de leur roi, Emmanuel Macron. Voir le niveau de psychose que fait régner Emmanuel Macron en Tunisie, Algérie, Maroc et à travers tous les pays où sévit le franc CFA, on croirait que c'est lui le bon Dieu de ces nations. Oui, nous sommes dans un conflit acharné avec le roi de France et de ses colonies africaines. Oui, nous sommes prêts à le rencontrer, bien sûr. C'est bon. L'imbécilisme de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. Là maintenant, il faudra associer le Mali et le Niger et le Tchad. Et au niveau des ressources naturelles, c'est en 2014, c'est pas en 2023, en juillet 2023, que nous avons proposé un marché des ressources naturelles en Afrique du Nord, dans le désert de l'Algérie et au nord du Mali et du Niger. Du Mali et du Niger, c'est ça. C'est en 2014 que nous avons proposé un marché des ressources naturelles. Que se passe-t-il? Non. Oui. Nous allons parler des universitaires maintenant. Quel est le nombre d'Algériens et de Tunisiens et de Marocains qui travaillent dans les organisations internationales comme le FMI,
la Banque mondiale, la GNUSED, le PNUD, toutes les organisations, toutes les subdivisions de l'Organisation des Nations Unies, tout le système unusien. Il y a eu pléthore. Oui. Nous disons tout simplement à Farid Belhadj que ce qu'il fait en Afrique du Nord, dans une coordination du FMI et de la Banque mondiale, est indigne. Est indigne de ces racines qu'il a dans ces pays, dans l'Afrique du Nord. Oui, c'est un libéral qui parle. Oui, nous avons fait des propositions au FMI qui concernent l'Algérie et qui sont cruelles. Oui. Mais elles portent le sentiment patriotique. Oui, nous avons fait des propositions cruelles pour l'Algérie, mais pas criminelles, pas nazies. Oui, maintenant, actuellement, le FMI et la Banque mondiale ont préféré, par exemple, nous exclure de la société civile qui travaille pour le Maroc, qui travaille pour l'Algérie, qui travaille pour la Tunisie, qui travaille pour le Mali, qui travaille pour le Niger, pour le Tchad, la République centrafricaine. Oui, ils ont préféré nous exclure. Parce qu'ils savent que nous allons leur tenir tête, que nous allons leur dire que leurs politiques sont nulles. Ce n'est pas parce qu'ils ont la réputation de faire dans l'économique et la monétique que tout ce qu'ils proposent est bon. L'histoire dit que vous avez produit des catastrophes. Non, pas le FMI et la Banque mondiale qui sont à blâmer seuls, bien sûr. Pour produire une catastrophe, il faut qu'il y ait une interaction. Nous allions dire une synergie. Bien sûr, il y a une synergie entre les décisions économiques, monétaires et politiques du FMI et de la Banque mondiale et la corruption qui règne en Tunisie, en Algérie, en Maroc. Et le niveau d'incompétence qui règne au niveau en Tunisie, en Algérie, en Maroc. Alors là, pour le Tchad, le Tchad, la Libye, le Mali et le Niger, la République centrafricaine, le Burkina Faso, alors là, c'est innommable. Oui, nous sommes conscients, là, oui. Oui, les économistes de la Banque mondiale, qu'il s'agisse de Jesko Henschel, du précédent président de la Banque mondiale, David Malpass, bien de l'actuelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Actuellement, nous avons contacté le nouveau président de la Banque mondiale pour qu'il arrête avec ses fanfaronnades au niveau de l'Afrique du Nord et en particulier au niveau de l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe au niveau international? Oui, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc essaient de s'entendre avec l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, comme si ces 4 pays étaient des pays de enfants de cœur, des anges qui veulent du bien à l'Algérie. Oui, nous pouvons rappeler toutes les visites des dirigeants italiens pour l'Algérie qui ont permis, des visites qui ont permis à l'Italie de se garantir une certaine paix au prix de la souffrance des Algériens. Même chose en Tunisie. Maintenant, reste la question migratoire. Voilà. Au lieu de faire migrer de la production agricole, des biens et des services entre les pays d'Afrique du Nord, on fait migrer la souffrance. Sachant que cette souffrance est en termes d'effectifs. Les effectifs migratoires qui transfèrent, même s'ils sont frappés de la traite humaine, hein, de Libye, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Syrie et du Liban. Et dans les mêmes
proportion que celle qui frappe les pays d'Asie du Sud-Est, qui passent par l'océan Arctique, passent par le pôle Nord. Il y a même des réfugiés en Islande qui vont sur des barques. Oui, pourrions-nous contenir la souffrance humaine en Algérie, en Tunisie, au Maroc? Certainement. Certainement. Au lieu de subir l'opprobre, les insultes des racistes français, des politiques français, hein. Nous parlons des politiques français. Chers compatriotes d'Algérie, il y a une dizaine de jours, nous étions à Oslo. C'est pour défendre auprès d'organisations internationales nos compatriotes d'Algérie. Malheureusement, en Algérie, ce sont des prostituées universitaires qui sont partis d'Oslo pour appuyer le pouvoir algérien dans la destruction de l'Algérie. Ça fait très mal de le dire. Ah, il y a maintenant, bon, bien sûr, nous avons quitté Oslo en attendant de rentrer au Canada. Mais nous allons continuer à travailler pour l'Algérie, par atavisme, par patriotisme. Nous allons continuer à travailler pour nos frères tunisiens, nos frères marocains, maliens, tchadiens, nigériens, burkinabés, centrafricains. Nous allons continuer à le faire. Oui, nous allons continuer à nous battre contre le roi de France et de ses colonies africaines, celui qui vous écrase tous, votre roi, Emmanuel Macron. Oui, nous allons travailler pour la démocratie en Algérie. Nous allons travailler pour que ces généraux ineptes, idiots, incompétents, sans aucun milligramme de patriotisme, rentrent chez eux. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent qu'ils sentent la honte de l'humanité. Non pas uniquement de l'Algérie. Ils sont une honte pour l'humanité entière. De dictature, de militaires. Là, c'est pour cette raison que nous supplions les Algériens de demeurer pacifiques. Vous ne pouvez absolument rien faire contre un état-major dont les éléments s'entretuent, s'entre-déchirent, qui sont arrivés à privatiser la justice, que ce soit les magistrats ou les avocats. Ils ont privatisé, vous allez travailler comme nous. Oui, ils ont transformé la Banque centrale d'Algérie en poubelle, en gourbi, en four crématoire. Chers compatriotes, à vous tous, la douleur de l'exil. Nous voulons qu'elle cesse. Oui. Notre rêve est de mourir et d'être enterré en Algérie, au milieu de ceux que nous aimons, au milieu de ceux qui nous ont aimés, en présence de ceux que nous aimons, en présence de ceux qui nous aiment. Merci à vous tous.